Bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent en direct sur notre compte Instagram, kolkov-19. Alors, aujourd'hui c'est un jour un peu particulier pour nos becs roses, nos becs qui causent, nos becs qui osent. Because, pourquoi, comment? Parce que aujourd'hui on a la chance d'avoir une personne qui va nous parler de son vécu, de son lourd vécu, dans une région où la résistance a été vraiment très importante. Et on va essayer de voir avec cette personne si on peut parler avec cette crise Covid qui est installée chez nous depuis maintenant bien plus d'1 an. Si on pourrait peut-être faire des ressemblances, notamment au niveau des mots, qui ont parfois une connotation très lourde, comme la résistance. Liliane, bonjour, Oui, et merci beaucoup. Alors c'est totalement imprévu, on ne se connaît pas. Et en discutant avec des amis hier, on s'est dit que peut-être que vous auriez, ainsi que Corinne, votre fille, qui est à côté de nous aussi, nous en dire un petit peu plus sur peut-être ce que vous avez vécu pendant cette guerre, même si vous étiez petite. Vous aviez 4 ans, 4 ans à cette époque-là, et en préparant un petit peu, en discutant, vous nous avez dit quelque chose de terrible. C'est que vous vivez actuellement la période la plus noire de votre vie, la plus noire de votre vie, alors que vous avez vécu des choses, et vos parents également, déjà très noires. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que c'est si terrible ce qui se passe actuellement, et comment on peut faire une espèce d'analogie entre ce que vous avez vécu et ce que vous vivez actuellement? oui, c'est un peu complexe, mais bon, je vais essayer de faire une petite synthèse, mais c'est pas toujours facile. Alors, effectivement, quand je rencontre mes amis, je leur dis très souvent, actuellement, je vis la période la plus noire de mon existence. Et je me dis que c'est quand même triste d'arriver à l'âge que j'ai, c'est-à-dire passer 80 ans, et d'en arriver à cette situation, parce que j'imaginais pas, je me semblait que je pouvais avoir une retraite, oui, tranquille, heureuse, j'aurais pu vivre dans la joie, et ce n'est pas du tout ça. Au contraire, cette période, des amis dans cette période-là m'ont abandonné, des amis de 20 ans, qui du jour au lendemain, à partir de mars 2020, n'ont plus répondu à nos textos, à nos coups de téléphone, et on s'est demandé si, franchement, s'ils avaient disparu de la circulation, mais quelques jours après, en circulant en voiture, on a aperçu notre amie, la dame. Nous ne nous sommes pas arrêtés parce que, compte tenu du fait que on avait pas mal assiégé de textos et de coups de téléphone, on s'est dit on ne veut pas la déranger davantage. Donc on en est resté là et nous n'avons toujours pas de leurs nouvelles et eux ne seront jamais préoccupés de nous. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'ils vous ont abandonné? Vous avez dit le terme abandonné. Oui, ils ont abandonné. Nous, on n'a pas su parce qu'on leur a posé la question, mais on a supposé que cet abandon était arrivé juste après tout ce qu'on nous avait imposé, toutes les règles, distanciation, couvre-feu, etc. Il n'a plus de nouvelles. Alors donc on a supposé que c'était la raison, parce que cette raison, on s'est imaginé, hein. On en est toujours là à avoir des suppositions. Et en ce qui me concerne dans ma famille,
Donc on se téléphone toujours, mais en fait on avait l'habitude de se réunir à Noël, parce que notre famille est, en ce qui nous concerne, il n'y a plus que Corinne qui est ma fille. J'en ai une autre fille dans l'Aveyron, mais on se voit rarement. Et puis j'ai ma belle-sœur qui est sur Lyon avec mes deux nièces et des petits-neveux avec qui on a continué à avoir des relations par téléphone, mais il n'a pas été question, on n'a pas voulu nous recevoir à Noël. On nous a dit non, on risquerait, avec comme excuse, on ne voudrait pas que les jeunes te transmettent le Covid parce que tu es plus réceptive, tu es plus fragile que nous tous. Alors, bon, j'ai dit, ben, tant pis, hein. On a fait Noël avec les amis de notre collectif. Et ça s'est très bien passé. Et on a passé à la fois Noël et à la fois le jour de l'an ensemble. Heureusement, on s'est soutenus et ça s'est très bien passé. Et vous avez eu peur, vous, d'avoir la maladie? Si j'ai eu... Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous Absolument, avez trouvé justifié? jamais. Non, jamais. J'ai jamais eu peur de la maladie. C'est comme ça, c'est en moi. J'ai été vaccinée à l'âge de, je crois que c'était 2 ans à l'époque. J'ai eu les 3 vaccins que tout le monde avait à cette époque-là. C'était le DT polio. J'ai d'ailleurs été très malade après ce vaccin qui m'a donné, qui a provoqué en moi un genre de diphtérie peut-être atténuée, mais mes parents ont bien cru que j'allais passer l'arme à gauche, hein, que j'allais mourir. Ils ont été très inquiets. En fait, c'est les seuls vaccins que j'ai eus. Après une cutie à 12 ans, on nous obligeait à avoir la cutie, mais bon, je me suis débrouillée pour qu'elle n'ait aucun impact sur moi. C'était comme ça. En ce qui concernait les soins médicaux, on s'est toujours soigné à la maison avec des plantes. Maman, quand je toussais, elle allait demander à la voisine d'en dessous qui était une vieille personne, qu'il fallait mettre dans les tisanes, et elle nous donnait toujours la bonne recette, et on s'est soigné toujours comme ça. Quel regard vous avez sur ce qui se passe? Quel regard vous avez, et est-ce que vous pouvez penser qu'on pourrait trouver une analogie entre ce que vous avez vécu, même si vous étiez toute petite, ou ce qu'ont vécu vos parents, et cette peur, ce qui se passe actuellement, où justement vous dites que c'est une des années les plus noires que vous avez vécues, parce que vous avez perdu des amis, etc. Parce que aussi il y a cette notion de peur. Alors comment vous pourriez faire des choses que... Eh ben, je me l'explique pas. Je n'explique pas la peur qu'ont les gens, parce que actuellement, quand au début donc en mars de toute cette histoire, on rencontrait des gens qui étaient vraiment masqués, puisqu'il fallait se masquer. Nous, on ne s'est jamais masqué, en fait. On a toujours le masque dans la poche, au cas où, pour éviter de prendre des contraventions. C'est stupide, mais c'est comme ça. Et puis, on ressentait chaque fois qu'on croisait des personnes, eh bien, cette crainte qu'ils avaient de nous rencontrer, de nous croiser alors qu'on n'était pas masqués. Les gens s'éloignaient, descendaient du trottoir, là où nous étions, descendaient du trottoir, et puis donc nous évitaient de quelque façon que ce soit. Ou quelquefois ils traversaient carrément la rue pour nous éviter. J'ai très mal vécu ça. Il y avait des regards qui étaient vraiment pas amènes, hein, des regards de suspicion, des regards d'interrogation. Pourquoi est-ce que celle-là? On a eu des discussions, on a eu des altercations quelquefois vives au marché, au niveau des commerçants. Et on se faisait rappeler à l'ordre. Je dis on parce que ma fille aussi s'est fait rappeler à l'ordre. Mais elle a eu la chance d'avoir un certificat de contre-indication. Bon, là. Et on nous disait, madame, portez votre masque. J'ai dit, vous êtes, chaque fois, je faisais la même réflexion, est-ce que vous êtes de la police pour m'obliger à porter un masque?
Et donc, je disais, moi, j'ai pas envie d'être muselé. Il y a 200 ans, il y avait que les esclaves qui portaient les masques, mais j'ai pas envie de revenir à cette époque. Et donc, et ça s'est passé plusieurs fois. Dans les magasins, pour ne citer que la Biocoop du 11e BTA à Cran, on s'est fait sortir. On s'est fait sortir parce que d'abord on nous a poursuivis pour qu'on mette le masque au-dessus du nez. On nous a poursuivis. J'ai dit ben, appelez la police. On a dit appeler la police. Et la personne, le responsable, alors qu'on avait notre chariot plein, ça c'était une anecdote, eh bien, s'est dirigé vers son bureau pour appeler la police. À ce moment-là, on a dit c'est le moment de s'en aller, parce que la porte était encore ouverte. Et on est parti en laissant tout le bazar. C'est pas très intelligent, mais peut-être que, ma foi, c'était une réaction comme une autre de lui laisser ranger les produits du chariot sur les étalages à nouveau. Ça vous a rappelé des souvenirs de période de guerre, par exemple, où il y avait cette méfiance de certaines personnes? Absolument pas. Parce que à l'époque que j'ai vécu, à l'époque où nous vivions quand même, il y avait les Allemands qui étaient là, dans le pays, puisqu'on était en zone occupée. C'est pas venu tout de suite. Je pense que ils ont occupé le village entre fin 40, 41. Bon, on savait qui était l'ennemi là. On savait que c'était les Allemands, et on était tous, tout le village, et même tous les villages environnants, on connaissait l'ennemi, et on savait que bon, c'était des personnes à abattre, entre guillemets. Mais il y avait aussi, évidemment, les résistants qui étaient là. Les résistants, ils ont joué un grand rôle quand même, puisque ils venaient pour un petit peu nous défendre, hein, et on les aidait justement dans leurs tâches. Je sais que mon père se levait très souvent à 3 heures du matin pour leur donner des carnets alimentaires, je ne sais plus comment on appelait ça, des carnets alimentaires. C'était pas des carnets, des bons alimentaires. C'était pas des bons non plus. Mais enfin, ils venaient chercher cela la nuit à 3 heures du matin. Et mon père, je ne sais pas comment il se débrouillait pour en avoir en plus, en trop. Donc en fait, il y avait les résistants, qu'on appelait les résistants, oui, les et puis résistants. des personnes qui aidaient les résistants, c'est Oui. ça? Bon, on était tous, en fait, on collaborait, entre guillemets, avec les résistants. On était tous très, très liés, et on savait qu'ils étaient là pour nous défendre. Parce qu'à un moment donné, effectivement, les Allemands ont fait de la pression. Hein. Si vous voulez, je vous raconte des scènes qui n'étaient pas tristes. Et si bien que, si ça intéresse, hein, un jour, si ça intéresse, les résistants, on a caché des résistants, des amis résistants, qui sont décédés maintenant, puisque bon, ils sont plus de ce monde comme mes parents. Et aujourd'hui, là, vous considérez comme résistant par rapport à ce qui se passe actuellement? Parce que ce que vous nous dites, c'est vous résistez dans la rue, à Biocoop. Oui, je résiste. Oui, je résiste. Et on peut vous appeler résistante de la Covid? Résistante de... Ou est-ce que c'est un mot qui serait un peu usurpé? Il faudrait... Enfin, je vois pas trop. Les résistants, le mot résistant, il avait sa signification à cette époque-là. Et puis maintenant, le mot de résistant, il me semble qu'il est bien atténué. Il a perdu sa valeur. À mon avis, hein. Je me suis jamais tellement posé la question. Mais et quand on nous accuse de complotistes, alors là, c'est le bouquet. Moi, complotiste, je n'accepte pas du tout. J'appelle les autres, les collabos, parce que tous ceux qui sont pas, pour moi, c'est l'analogie que je peux faire. Parce qu'à l'époque où j'ai vécu, donc pendant la guerre, il n'y en avait pas beaucoup de personnes collabos entre guillemets.
dans le village. Il y avait 2 ménages. Et on savait qui ils étaient. Mon père savait parce que il avait fait un petit sondage, comme il distribuait les cartes d'alimentation. C'était des cartes d'alimentation en fait. Chaque fois qu'il distribuait des cartes d'alimentation, il faisait signer les gens. Et comme on lui avait dit à l'époque, Monsieur Grillon, je donne son nom, l'inspecteur lui avait dit, Monsieur Grillon, vous êtes dénoncé par une famille parce qu'il avait refusé de faire la levée du drapeau. Parce qu'à cette époque-là, chaque matin, toutes les classes, elles se mettaient sur l'espace de jeu, des récréations, et il fallait que mon père fasse la levée du drapeau et chante Maréchal, nous voilà. Il y avait tout un chant qu'on devait chanter depuis la classe, la petite classe, la classe enfantine, puisqu'on nous prenait à cet âge-là à 5 ans, jusqu'au certificat d'études, jusqu'à l'âge de 14 ans. Et tous les matins, c'était le même rituel à 8 heures. Donc mon père avait refusé de le faire, et il avait été dénoncé par une famille. L'inspecteur était venu le trouver, il lui avait dit « Monsieur Grillon, vous risquez d'être révoqué, alors je vous le dis en toute amitié, et ma foi... Hein, donc c'est une époque où il y avait déjà certaines obligations, de la délation, ce qu'on dénonçait. Très peu, pas comme maintenant. Il y a plus de délation actuellement? Ah, il me semble. Il me semble. Là, c'était des personnes, vous voyez, c'était... Bon, il y avait 2 familles, c'est vrai qu'on était peu nombreux dans le village, il y avait peut-être 700 personnes. Peut-être 1000, je ne sais plus exactement, mais bon, ces personnes-là étaient connues, ces ménages-là, parce que tout le reste, mon père était très bien accepté parce qu'il faisait beaucoup pour le village, il avait monté une bibliothèque, une équipe de théâtre, on allait au cinéma, on allait voir Charlie Chaplin, tout ça, Laurel et Hardy, c'était toute une autre époque, et c'était le cinéma muet. Et la personne qui commentait les films, c'était marrant. Je me souviens toujours, il disait « Ah, devinez la pensée de la demoiselle hein !» Devinez la pensée de la demoiselle. Et il y avait vraiment une sorte d'entente entre nous, entre des gens du village. Tout le monde allait, on se revoyait dans une grande salle de café. Le propriétaire mettait des bancs, étalait les bancs, puis on buvait le verre de l'amitié à la fin. C'était très sympathique. Il n'y a jamais eu... Vous voyez, on a continué à cette époque-là, le peu de culture qui nous était donné, à la fois par les bibliothèques, la bibliothèque que mon père avait montée, qui était ouverte à tout le monde dans le village. Les petites séances de théâtre, il avait formé les jeunes, bien, ils faisaient du théâtre et ils faisaient des représentations chaque mois. Il y avait une représentation une fois par mois. Vraiment, les parents étaient très contents de voir leurs enfants sur les planches. Et puis il y avait ce cinéma, une fois par mois aussi. Si bien que on n'a pas eu, bien sûr, les choses ont évolué, mais là on était très frustrés de ne plus aller au cinéma, de ne plus pouvoir partir. En plus, il y avait ces limitations de distance où on nous autorisait à nous... Je mélange un peu tout peut-être, de ne sortir que sur 1 kilomètre, et c'est une aberration. Moi, ça me... Comment on pourrait vous appeler? Comment on pourrait vous définir actuellement? Parce que j'ai l'impression que vous en voulez vraiment beaucoup à ce qui se passe actuellement. Ah, alors, oui, résistante, on va peut-être le laisser un peu de côté. Comment on pourrait... Une révolutionnaire, bon, je suis pas contestataire, non plus, pas contestataire, parce que c'est des choses que je ne vois pas pourquoi. On nous prive de liberté. Pour moi, c'est la privation de liberté que je n'ai jamais connue. Il y a eu des règles à respecter, que j'ai respectées le plus possible. Je ne dis pas que j'ai toujours été très...
fidèle dans ce sens, mais il me semble que je pense toujours à l'autre quand je fais quelque chose. Je me dis toujours, est-ce que ça ne dérange pas à l'autre personne? Pour moi, c'est un peu cela. Mais alors là, cette façon de se comporter, pour moi, c'est ignoble. Je ne peux pas accepter ça. Ça me reste en travers de la gorge. Alors, vous nous avez dit, Corinne, tout à l'heure, que vous échangiez beaucoup Liliane, que vous échangiez beaucoup sur ces moments de guerre avec votre fille, Corinne. Eh ben, on va lui demander aussi savoir ce qu'elle a retenu, parce que c'est la génération en dessous de vous, mais c'est intéressant de savoir comment pense une génération qui n'a pas connu cette guerre, mais qui l'a connue de par les témoignages. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est vraiment bien que vous soyez là, c'est qu'on a besoin de témoignages. Alors, souvent on fait des témoignages de professionnels de santé, d'experts, mais en fait les meilleurs témoignages c'est ceux du quotidien, donc comme vous. Et vous, on vous verra jamais à la télévision, vous voyez. Et je pense que si on voyait un petit peu plus de personnes comme vous à la télévision, ça permettrait de se rendre compte où est-ce qu'on est allé. Mais probablement beaucoup trop loin actuellement. C'est comme dans le médical, c'est la même chose. On voit jamais, quand je parle avec des amis, des connaissances, qui me gardent encore le masque, encore ce matin. Donc le masque n'était pas obligatoire. Eh bien, on a vu au petit marché encore des personnes qui gardaient le masque. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ton masque? Ah ben, tu sais, j'ai l'habitude. Maintenant, c'est le mot. Ah ben, j'ai pris l'habitude. Et les jeunes, c'est la même chose. Mais c'est une catastrophe quand on sait déjà ce qu'il y a dans les masques, ces produits toxiques, et puis tout ce que ça engendre au niveau psychologique. On n'a qu'à entendre certains pédiatres en parler, mais c'est une vraie catastrophe. Et les gens, bon ben, je sais pas, parce qu'ils ont des enfants, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors, ce qu'a dit votre maman, c'est... Alors, non seulement c'est touchant, mais c'est fort quand même. Et donc Liliane nous a dit que vous échangiez beaucoup pendant les longues soirées d'hiver, peut-être d'été, sur ce qui s'est passé pendant la guerre. Et dans les témoignages que vous a transmis vos parents, ou peut-être votre grand-mère maternelle que vous avez connue, est-ce que vous retrouvez des choses qui peut-être vous font penser à ce qui se passe actuellement? Alors, on a parlé des privations de liberté, qui étaient peut-être moins fortes à cette époque-là que là. Vous parlez de délation, de dénonciation. Est-ce que vous vous rappelez, quand vous avez échangé avec Liliane, des témoignages comme ça qui peuvent peut-être vous faire évoquer, ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être autre chose. Et puis la question qui terminera, ce sera comment vous appelleriez votre maman, donc non pas une résistante, mais votre maman d'aujourd'hui. Comment vous la définiriez? Quelqu'un qui veut se battre pour sa liberté, parce que bon, non, enfin, pour moi, depuis le début, je me suis dit, je veux pas obéir à cet État qui veut nous priver de notre liberté. Pour moi, les autres, enfin, ceux qui collaboraient avec le système en place, c'était vraiment, pour moi, c'était des collabos. Et ça m'est arrivé de leur dire qu'on vivait le 4e Reich. J'étais tellement en colère que voilà, c'est sorti et que je pouvais plus accepter ces mesures de masque, de gel, de distanciation. Pour moi, c'était inutile. Et voilà, enfin, je pensais comme maman qu'on nous privait de nos libertés. C'était pas possible de rester comme ça. Je me suis dit, mes grands-parents ont résisté, ils se sont battus pour conserver leur liberté, donc c'était hors de question qu'on soit assouvi. Et vous avez eu l'occasion peut-être d'échanger avec d'autres personnes de cette génération qui ont vécu donc la guerre, et est-ce que on peut imaginer qu'il y ait des avis différents, ou on peut imaginer que toutes les personnes qui ont vécu cette époque puissent dire ah, c'est pire que le 4e Reich? Moi, j'ai fait partie de l'association CRHA
citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui. Et ils n'ont pas la même interprétation que nous sur cette crise, où ils mettent le masque. Apparemment, ils nous comprennent pas. Donc, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas pourquoi. J'ai milité avec eux assez régulièrement. Enfin, toutes les années, je suis allée au plateau des Glières. On est allé au plateau des Glières, mais voilà, maintenant, je ne sais pas, il y a une cassure qui s'est faite. Liliane nous disait tout à l'heure qu'elle avait des parents militants. Oui. Donc, on leur posera peut-être la question après, mais les parents militants, ça veut dire que c'était des parents qui faisaient, avant même la guerre, militer dans dans des actions, dans des associations, où ils sont devenus militants au moment de la guerre. Ça, je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Mais je sais que mes grands-parents, ils ont toujours aidé la résistance, hein, de quelque manière que ce soit. Et ils n'ont jamais collaboré avec l'ennemi. Donc, c'est tout ce que je peux lire après leur témoignage. D'après le témoignage, j'en ai. Comment vous voyez l'avenir? Quelle va être l'issue de tout cela? Comment vous imaginez, vous? On ne peut pas dire exactement ce qui va se passer, mais moi j'espère qu'on n'en restera pas là, quoi. Pour moi, il est hors de question de rester dans l'état actuel des choses. Merci Corinne, et puis on va conclure avec Liliane. Merci. En tous les cas de nous avoir fait partager des choses, et on est 2-3 autour de cette table, et c'est vrai que je suis pas sûr que ce soit un discours qu'on entende très souvent, ce que vous dites, et on aurait besoin de l'entendre. D'abord, ça motive, parce que je crois qu'on est effectivement, on l'appelle comme on veut, hein, résistant ou pas, mais je crois qu'on peut pas admettre que cette liberté, égalité, fraternité qui est sur tous les frontons des mairies de France puisse être galvaudée comme ça, et avec une facilité et une rapidité absolument incroyable. Merci Corinne. Alors Liliane, voilà, donc c'est des mots durs, hein, qu'a prononcé votre fille, que vous avez prononcé aussi vous tout à l'heure. Comment vous voyez, je poserai la même question, comment on va s'en sortir? Est-ce qu'il faut abdiquer? Est-ce qu'il faut... Pour moi, je non, pas abdiquer. Mais voilà, je ne sais pas par quels moyens on va s'en sortir. Alors, évidemment, il y a des avis différents. Je fais partie d'un collectif où je pense que les avis divergent un peu. Il y en a qui veulent vraiment... Je ne sais pas. On invoque surtout souvent l'au-delà, le spirituel, en faisant des égrégores pour essayer de dire c'est peut-être le seul moyen d'arriver à encercler les forces obscures, envoyer de la lumière. Mais je me dis que ça sera long, surtout avant que les gens se réveillent, parce que pour moi, il n'y a que l'information auprès des gens qui est un peu valable, mais l'information, je ne sais pas comment on a essayé avec Corinne justement de faire de l'information, mais les gens sont vraiment obtus et fermés, et je ne sais pas ce qu'il faut faire. En fait, c'est le point d'interrogation. Alors bon, je m'en remets à l'univers infini. Je fais des formules que j'ai plus ou moins pas inventées, mais qu'on m'a suggérées. Merci Liliane. Alors, peut-être un peu de pessimisme à court terme, mais un grand optimisme avec cette lumière, qu'on mette la spiritualité ou pas, à moyen ou long terme. Et alors, aujourd'hui, on était donc au bas de ce plateau de la Résistance, plateau des Glières, et il y a une personne qui y était il n'y a pas très longtemps, s'appelle Martine Vonner. Et notre prochain live sur Instagram, Kolkov-819, sera justement avec Martine Vonner. Ça sera vendredi prochain, 20h métropole. Et elle aussi, elle résiste. Oui, on l'a vu. Ils sont pas très nombreux. Elle résiste, et malgré
toutes les délations, les dénonciations. Et chapeau bas, Madame Martine Vonner. Et vous pourrez retrouver toutes ces petites interviews. Nous avions avant-hier, une interview avec Jean-Dominique Michel, qui est anthropologue, et qui a justement parlé de cette résistance en disant que beaucoup de personnes faisaient de la résistance dans l'ombre, mais avaient été considérées par d'autres comme des collaborateurs, et qui avaient été fusillés. En espérant que ce ne sera pas la même chose qui nous attend demain. Donc rendez-vous sur notre chaîne Odyssée KolkovMed 974 et YouTube, tant que c'est encore pas totalement censuré. Merci à vous, et puis merci Liliane, merci Corinne pour vos témoignages, merci pour les personnes qui nous accueillent aujourd'hui. Et puis on garde espoir. Ce souffle en dit très long.